Bonjour tout le monde. Essayez quelque chose avec moi. Pendant les 10 prochaines secondes, ne pensez surtout pas à un éléphant rose. Allez-y, faites un effort. Ne pensez pas à un éléphant rose. Alors, vous avez réussi? Bien sûr que non. L'éléphant rose est apparu immédiatement dans votre esprit. Cette expérience toute simple révèle quelque chose de profondément troublant. Vous ne contrôlez pas vos pensées. Elles vous arrivent. Vous les subissez. Vous êtes leur spectateur autant que leur théâtre. Maintenant, question encore plus dérangeante. Quand avez-vous décidé de penser à ce que vous êtes en train de penser en ce moment même? Vous n'avez pas idée. Cette pensée est apparue d'elle-même, produite par une chaîne de causes que vous ne maîtrisez pas. C'est exactement ce que Spinoza nous révèle dans son éthique. Nos pensées obéissent aux mêmes lois de causalité, implacables, que les objets physiques. Votre prochaine pensée est aussi déterminée que la chute d'une pomme. Et cette découverte est aussi libératrice qu'elle est terrifiante. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble pourquoi vous êtes l'esclave de vos pensées, comment ce mécanisme fonctionne et surtout, comment Spinoza nous propose à nous en franchir. Car oui, il existe un chemin vers la liberté mentale. Mais ce chemin passe d'abord par l'acceptation radicale de notre servitude. Pour comprendre ce que Spinoza veut nous faire réaliser, commençons par une expérience très simple. Fermez les yeux et essayez de ne penser à rien pendant 1 minute. Absolument rien. Le vide mental complet. Alors c'est impossible, n'est-ce pas? Les pensées continuent de défiler. Un souvenir surgit, une inquiétude s'invite, une liste de courses apparaît. Vous ne les avez pas convoquées. Elles se sont imposées à vous. Vous êtes comme un spectateur qui assiste à un film dont il ne contrôle pas les scénarios. Spinoza nous explique pourquoi. Vos pensées obéissent aux mêmes lois de causalité que le corps physique. De la même façon qu'une pierre tombe nécessairement si vous la lâchez, une pensée apparaît nécessairement si les conditions causales sont réunies. Prenons un exemple concret. Vous croisez quelqu'un dans la rue et soudain vous ressentez de l'anxiété. D'où vient cette pensée anxieuse? Elle n'est pas tombée du ciel. Cette personne ressemble à quelqu'un qui vous a fait du mal dans le passé. Cette ressemblance a déclenché un souvenir inconscient, qui a produit une émotion, qui a généré la pensée anxieuse. C'est exactement comme une réaction chimique. Vous mélangez des produits, une réaction s'est produite nécessairement. Vous mélangez un stimulus visuel et un souvenir traumatique, une pensée anxieuse s'est produite nécessairement. Mais nous ne voyons pas ces mécanismes. Nous voyons seulement le résultat, la pensée qui surgit. Et parce que nous ne voyons pas les causes, nous croyons que cette pensée est libre, qu'elle vient de nous, que nous en sommes les auteurs souverains. C'est l'illusion que Spinoza décrit avec sa fameuse analogie de la pierre consciente. Imaginez qu'une pierre en train de tomber acquiert soudain la conscience. Elle se dirait probablement « je choisis de tomber ». C'est ma volonté de me diriger vers le sol. Mais nous, observateurs extérieurs, nous savons qu'elle n'ait choisi rien du tout. Elle obéit simplement à la gravité. Eh bien, nous sommes exactement comme cette pierre consciente. Nous avons conscience de nos pensées, et cette conscience nous fait croire que nous en sommes les auteurs libres. Mais en réalité, nous obéissons simplement aux lois de la causalité mentale. Pensez à vos obsessions, vos ruminations, vos pensées intrusives. Vous savez rationnellement qu'il serait bon de ne plus y penser. Vous vous dites, je vais arrêter de ruminer cette dispute. Mais 5 minutes plus tard, vous irez penser. Pourquoi? Parce que la chaîne causale qui produit cette rumination est plus forte que votre intention consciente d'arrêter. C'est comme essayer d'arrêter une avalanche en lui demandant poliment de s'arrêter. L'avalanche obéit aux lois de la physique, pas à vos demandes. Vos pensées obéissent aux lois de la psychologie causale, pas à vos intentions conscientes. Et voici ce que Spinoza veut que vous compreniez. Tant que vous ignorez les véritables causes de vos pensées, vous restez leur esclave. Vous les subissez, vous en souffrez, vous ne pouvez pas les transformer, parce que vous ne savez pas d'où elles viennent. Maintenant que nous avons compris que nos pensées sont déterminées, voyons comment fonctionne cet enchaînement causal.
car ce n'est pas le chaos, c'est un ordre aussi rigoureux que celui qui régit les mouvements de planètes. Spinoza nous dit que l'ordre de la connexion des idées sont le même que l'ordre de la connexion de choses. Cette phrase un peu abstraite signifie quelque chose de très concret. Vos pensées s'enchaînent selon le même loi nécessaire que les événements physiques. Imaginez votre esprit comme un billard. Chaque pensée est une boule. Quand une boule en frappe une autre, elle la met nécessairement en mouvement selon les lois de la physique. De même, quand une pensée en rencontre une autre, dans votre esprit, elle produit nécessairement une troisième pensée selon des lois psychologiques. Prenons un exemple concret. Vous pensez à votre travail. Cette pensée en appelle une autre, votre patron, qui en appelle une autre, la remarque désagréable qu'il vous a faite hier, qui en appelle une autre, votre sentiment d'humiliation, qui en appelle une autre, la colère. Et voilà. Et voilà comment, partez d'une pensée neutre sur le travail, vous vous retrouvez 5 minutes plus tard, bouillant de rage. Vous n'avez pas choisi ce schéma mental. Chaque pensée a appelé la suivante de manière aussi nécessaire que le premier domino fait tomber les seconds. C'est ce que Spinoza appelle l'association des idées. Mécanisme que Hume développera plus tard et que Freud redécouvrira avec l'association libre. Mais voici ce qui est fascinant. Cet enchaînement peut suivre 2 ordres différents. Il peut suivre l'ordre de l'imagination ou l'ordre de la raison. L'ordre de l'imagination, c'est l'enchaînement chaotique que nous venons de décrire. Une pensée en appelle une autre selon des associations fortuites, des ressemblances superficielles, des émotions incontrôlées. C'est comme naviguer en mer sans boussole, ballotté par les vagues. Imaginez que vous voyez un chien dans la rue. Ce chien vous rappelle le chien de votre enfance, qui vous rappelle votre maison d'enfance, qui vous rappelle vos parents, qui vous rappelle une dispute familiale. Et voilà que vous êtes triste sans même savoir pourquoi, juste parce que vous avez croisé un chien. Cet enchaînement imaginaire vous domine parce que vous n'en comprenez pas les mécanismes. Vous ne voyez pas le lien entre le chien et votre tristesse. Vous croyez être triste sans raison, alors qu'il y a une raison très précise, mais cachée. L'ordre de la raison, au contraire, c'est l'enchaînement conscient, maîtrisé, où chaque idée découle logiquement de la précédente, selon des relations de cause à effet comprises. C'est comme naviguer avec une carte et une boussole. Vous savez où vous allez et pourquoi. Quand vous suivez un raisonnement mathématique, par exemple, vos pensées s'enchaînent selon l'ordre de la raison. Chaque étape découle nécessairement de la précédente, mais vous comprenez cette nécessité. Vous n'êtes plus ballotté, vous suivez un chemin logique. Et voici la clé. Plus vous comprenez le cause de vos pensées, plus vous passez de l'ordre imaginaire à l'ordre rationnel. Vous ne contrôlez toujours pas vraiment vos pensées, elles restent déterminées, mais vous comprenez ce qui les détermine. Et cette compréhension change absolument tout. Arrivons maintenant à la question cruciale. Comment se libérer de cette servitude mentale? Si nos pensées sont déterminées, si nous ne pouvons pas les contrôler par un simple acte de volonté, comment faire? La réponse de Spinoza est à la fois simple et exigeante, par la connaissance des causes. Vous ne pouvez pas empêcher vos pensées de surgir, mais vous pouvez comprendre pourquoi elles surgissent. Et cette compréhension transforme radicalement votre rapport à elles. Reprenons notre exemple de l'anxiété déclenchée par la rencontre dans la rue. Tant que vous ne comprenez pas que cette anxiété vient de la ressemblance avec une personne qui vous a blessé, vous la subissez comme une fatalité. Elle vous tombe dessus et vous ne pouvez rien y faire. Mais dès que vous identifiez le mécanisme, « Ah, cette personne me rappelle X et c'est pour ça que je suis anxieux », quelque chose change. L'anxiété ne disparaît pas nécessairement, mais vous n'êtes plus identifié à elle. Vous pouvez vous dire « Je ressens de l'anxiété parce que mon cerveau a fait une association. » Mais cette personne n'est pas X. Cette distance que crée la connaissance, c'est déjà un début de la liberté. C'est comme la différence entre être emporté par un courant dont vous ignorez l'existence et nager dans un courant dont vous connaissez la direction. Dans les deux cas, le courant existe, mais dans les seconds cas, vous pouvez composer avec lui. Spinoza va même plus loin. Il nous explique que comprendre vraiment une émotion transforme cette émotion. Une passion que vous comprenez totalement,
cesse d'être une passion pour devenir une action. C'est comme un cauchemar. Tant que vous êtes dans le rêve, vous avez peur réellement. Mais dès que vous réalisez que c'est un rêve, même si vous n'êtes pas encore réveillé, la peur change de nature. Vous pouvez observer le cauchemar avec curiosité plutôt que de les subir avec terreur. De même, une pensée obsessionnelle, dont vous comprenez parfaitement le mécanisme, perd son pouvoir tyrannique. Vous pouvez l'observer, surgir, reconnaître le mécanisme causal qui l'a produit, et elle cesse de vous dominer, même si elle ne disparaît pas immédiatement. Mais attention, cette libération par la connaissance n'est pas un processus intellectuel abstrait. Il faut une connaissance vivante, incarnée et répétée. C'est comme apprendre à nager. On ne devient pas un nageur en comprenant théoriquement les lois de la flottabilité. Il faut pratiquer encore et encore. Spinoza propose une pratique concrète, d'analyse méthodique de vos affects. Quand une émotion vous traverse, demandez-vous d'où vient-elle? Quelle pensée l'a précédée? Quelle pensée a précédé cette pensée? Remontez la chaîne causale comme un détective. C'est exactement ce que fera Freud 2 siècles plus tard avec le psychanalyse. Remonter les associations d'idées pour comprendre le mécanisme inconscient. Mais chez Spinoza, le but n'est pas seulement thérapeutique, il est métaphysique. Comprendre comment votre esprit fonctionne, c'est comprendre comment Dieu pense à travers vous. Que retenir de cette exploration du déterminisme mental selon Spinoza? Que oui, vous êtes l'esclave de vos pensées tant que vous en ignorez les causes, elles vous dominent, vous ballottent, vous font souffrir sans que vous compreniez pourquoi. Mais cette servitude n'est pas une fatalité définitive. Il existe un chemin vers la liberté mentale, et ce chemin passe paradoxalement par l'acceptation du déterminisme. Au lieu de lutter vainement contre vos pensées en croyant pouvoir les contrôler, par la volonté, comprenez leur cause. Cette libération ne s'est fait pas en un jour. C'est un travail de longue haleine, une enquête permanente sur le mécanisme de votre propre esprit. Mais chaque fois que vous identifiez une cause, chaque fois que vous remontez une chaîne d'association, vous gagnez un peu de cette liberté spinoziste. Et voici ce qui est magnifique dans cette vision. En comprenant les lois qui régissent vos pensées, vous ne devenez pas un automate déprimé. Au contraire, vous accédez à ce que Spinoza appelle la béatitude, une forme de joie profonde qui vient de la compréhension elle-même. C'est comme un musicien qui, en maîtrisant les lois de l'harmonie, ne perd pas sa créativité, mais l'augmente. Vos pensées continueront d'apparaître selon des lois nécessaires. Mais au lieu de les subir dans l'incompréhension et la souffrance, vous pouvez les observer avec cette forme de sagesse sereine qui donne la connaissance des causes. Alors la prochaine fois qu'une pensée obsessionnelle ou une émotion négative vous envahit, ne luttez pas contre elle par la seule volonté. Demandez-vous d'où vient-elle, quelle chaîne causale a produite, et en comprenant son origine, vous commencerez à vous en libérer. Je vous remercie de m'avoir suivi.